Bienvenue pour cette plongée dans la transition écologique. On a avec nous pas mal de documents sur la stratégie de la France pour réduire son empreinte carbone. Oui, et on va regarder comment il se situe par rapport à d'autres grands pays. Exactement. Notre mission aujourd'hui, essayer de décrypter un peu les ambitions françaises, voir les obstacles et où elles se placent sur l'échiquier mondial. Le contexte, on le connaît, c'est l'urgence climatique. Oui, avec cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050, pour la France, ça implique une transformation énorme. Il y a des bénéfices potentiels, c'est vrai, comme des gains de productivité qui sont souvent mentionnés. Mais il y a aussi un défi financier gigantesque. Comment on compense la perte des recettes fiscales liées aux fossiles? On parle de 30 milliards d'euros qui pourraient manquer vers 2050. Et c'est pas rien. D'après les notes du Trésor qu'on a pu voir, c'est une question qui pèse déjà lourd dans la planification. C'est ça, c'est cette tension qui est intéressante dès le départ. Oui, la transition, elle est absolument essentielle et à long terme, sûrement bénéfique. Mais à court et moyen terme, ça oblige à tout repenser. Le budget, la fiscalité. Et ça doit vraiment être au cœur de la stratégie, pas juste un truc technique à côté. Tout à fait. Les outils de modélisation macroéconomique qu'utilise le Trésor, ça montre bien qu'ils essayent d'anticiper. Mais l'ampleur du défi est considérable. Bon, alors entrons dans le concret. La stratégie française. La pièce maîtresse, c'est la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. C'est ça, la feuille de route vers 2050, avec les fameux budgets carbone. Oui, fixés par secteur, transport, bâtiment, industrie, et qui sont en principe juridiquement contraignants. Et à côté de ça, on a plusieurs lois importantes. Énergie et climat en 2019, climat et résilience en 2021. Sans oublier la loi APR de 2023 pour l'accélération des énergies renouvelables. L'approche se veut systémique. La SNBC donne la vision globale et les lois fournissent les outils pour y arriver. Mais il y a un mais. Oui, un point critique qui ressort de quasiment toutes les sources. C'est le rythme, la vitesse d'exécution. On a raté l'objectif 2020 pour les renouvelables, c'est ça? Exactement, 20,7% de part renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie, alors qu'on visait 23%. Et pour le photovoltaïque, par exemple? Le développement est jugé insuffisant si on veut atteindre les nouvelles cibles qui sont très ambitieuses. La loi APR, elle essaye justement de répondre à ça, de lever certains freins. Parce que ces freins, ils sont nombreux, non? On parle de disponibilité des terrains, d'acceptation locale. Oui, tout ça complique beaucoup les choses sur le terrain. Et les objectifs, parlons-en. 100 gigawatts de solaire, 45 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2050, c'est colossal. Très ambitieux. Et côté mobilité, c'est pareil. Fin des ventes de voitures thermiques neuves en 2035, en fait, suite à la décision européenne. Ah oui, 2035 maintenant. Et puis 7 millions de points de recharge visés pour 2030, 100 000 km de pistes cyclables. L'ambition affichée est forte. Sur la voiture électrique, il faut quand même regarder le tableau complet. Le bénéfice carbone réel, il dépend énormément de comment ils produisent l'électricité qu'elle utilise. Et de la fabrication des batteries, j'imagine. Exactement. Production durable, recyclage. Ça montre bien qu'il faut une approche intégrée qui lie politique industrielle, énergétique et environnementale. Et puis, il n'y a pas que la voiture. L'accent mis sur le vélo, la marche, les transports en commun. Oui, ce qu'on appelle les mobilités actives ou partagées. C'est aussi une stratégie de démobilité. L'idée, c'est de réduire le besoin même de se déplacer ou de le faire différemment. Repenser l'urbanisme, le télétravail. D'accord. Maintenant, si on élargit un peu le regard, à l'international. Alors là, c'est un peu la mosaïque. Chaque pays ou presque a sa propre approche, ses propres contraintes. Les États-Unis, par exemple. Avec leur Inflation Reduction Act, l'IRA. Oui, des investissements massifs, c'est vrai, mais leur objectif de réduction pour 2030 est encore jugé insuffisant pour la trajectoire 1,5 degré Celsius. Et ils continuent de subventionner les énergies fossiles, ce qui est un peu paradoxal. Et la Chine? La Chine, c'est le géant à double visage. Leader mondial incontesté des renouvelables, de la voiture électrique, mais aussi massivement dépendante du charbon. Avec un système d'échange de quotas d'émissions, un ETS, mais dont l'efficacité est questionnée, c'est ça? Oui, notamment sur la manière dont les plafonds sont fixés et sur le prix du carbone qui reste bas. Et l'Inde? L'Inde vise la neutralité carbone beaucoup plus tard, en 2070. Elle met en avant sa dépendance au charbon pour le développement et le principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire? L'idée que la responsabilité de l'effort climatique n'est pas la même pour tous les pays selon leur niveau de développement et leur contribution historique au problème. L'Inde demande un soutien international important et ses politiques actuelles sont aussi classées insuffisantes. Et si on regarde du côté de l'Afrique? Là, la priorité est souvent mise sur l'adaptation aux impacts du changement climatique, parce que beaucoup de pays sont extrêmement vulnérables. Prenez l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya. L'Afrique du Sud a ce partenariat, le JTP. Oui,
le partenariat pour une transition énergétique juste. Il illustre bien le besoin énorme de financement international. On parle de presque 100 milliards de dollars sur 5 ans, rien que pour eux, pour une transition qui ne laisse personne sur le carreau, socialement parlant. Et globalement, l'organisme Climate Action Tracker, il dit quoi? Son constat est assez sévère. Quasiment tous les grands émetteurs sont sur une trajectoire jugée insuffisante pour respecter l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. C'est frappant ce décalage quasi généralisé. Oui, la vraie difficulté partout, c'est d'arriver à concilier les objectifs climatiques avec les réalités économiques, l'équité sociale, la fameuse transition juste, et puis, bien sûr, les difficultés de la coopération internationale. Bon, alors si on essaye de résumer cette plongée. La France, on a un cadre politique qui semble solide sur le papier, la SNBC, les lois. Mais elle se heurte à des problèmes de vitesse d'exécution et à ce gros défi du financement et de la fiscalité future. À l'échelle mondiale, les stratégies varient énormément, des investissements massifs américains à la priorité donnée à l'adaptation en Afrique. Mais le point commun, c'est cet écart important entre les ambitions affichées pour le 1,5 degré Celsius et les actions concrètes mises en œuvre. C'est presque universel. La tension centrale partout, c'est cet équilibre à trouver. C'est exactement ça. Équilibre entre climat, économie, social et la complexité de faire tout ça ensemble de manière coordonnée au niveau mondial. Le succès dépendra vraiment de notre capacité collective à dépasser ces obstacles. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. Vu ce décalage persistant entre les discours et la réalité, et les intérêts nationaux qui semblent souvent primés, est-ce qu'on peut imaginer des formes de collaboration radicalement nouvelles ou des leviers politiques qu'on n'a pas encore vraiment explorés et qui pourraient enfin déclencher cette accélération dont on a si désespérément besoin pour la transition écologique mondiale?